L'école de management du Gabon, en abrégé EM Gabon, a prêté son cadre ce mardi 27 août 2024 au député de la transition, Geoffroy Fumboula Libeka Makosso, pour la deuxième étape de son compte rendu parlementaire. Si dimanche 25 août 2024, il a rendu compte aux leaders des communautés religieuses et traditionnelles des travaux législatifs au cours des 2 dernières sessions. Cette fois-ci, il était question de faire le même exercice à l'endroit du monde académique. S'agissant des travaux législatifs, 10 textes de loi ont été adoptés à la majorité des voix lors de la deuxième session ordinaire 2023 de septembre à décembre 2023. Donc 2 modifications de la charte de la transition. La première ayant permis d'augmenter le nombre des parlementaires et la deuxième ayant permis de retirer les fonctions de ministre de la Défense et de la Sécurité et dévolues au président de la transition au moment de sa prise de fonction. 2 textes pour lesquels le député de la transition n'a pas voté pour. Et puis il y a eu le projet de loi portant modification de nouveau de la charte de la transition, voté à l'unanimité des membres du Congrès, non une voix. C'est un texte que je n'ai pas voté parce que simplement, il était question ici d'enlever les missions de ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur au président de la transition. Je n'ai pas voté parce que cette modification est intervenue après la nomination d'un nouveau gouvernement. La logique aurait voulu qu'on modifie d'abord avant que de nommer. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voté pour. Au cours de la deuxième session de mars à juin 2024, 24 textes ont été adoptés dont la loi modifiant le statut des militaires pour instaurer la polygamie, celle portant sur la modification de la loi électorale, mais aussi les lois portant institution du statut de l'artiste, celui de la protection des droits d'auteur, réorganisation de la Commission nationale des droits de l'homme. Les sujets d'actualité tels que le référendum et certaines réalisations du CTRI se sont également invités à la table des échanges. Alors, le référendum. Ce qu'il faut comprendre sur les sujets que nous avons débattus, c'est que pour le référendum, le candidat ici, c'est monsieur le projet de constitution. C'est lui le candidat. Mais il faut aussi dire que ce projet de constitution et ce référendum est voulu par une personne, qui est le président. C'est tout à fait normal que lui, en tant que demandeur, il puisse défendre. On ne peut pas demander quelque chose dans l'attente de recevoir le rejet. Mais pour ceux qui ne sont pas demandeurs, on se questionne sur les éléments qui motivent la défense. Donc, on a monsieur le projet. Son plan d'action, c'est le contenu des articles. Donc, si on a compris que le candidat, c'est monsieur le projet de la Constitution et que son plan d'action, c'est le contenu des articles, on comprend aisément qu'il nous est difficile de nous prononcer. Si on n'a pas encore vu le candidat, on n'a pas encore entendu. Les équipes de campagne de ce candidat-là sont les partisans du oui et ceux du non. Donc, une fois que le candidat va se présenter, il va décliner son projet d'action, 2 blocs vont se constituer. Quand on vote la Constitution, on ne vote pas article par article. On vote tout le document. Et on ne vote pas parce que tout ce qui doit être dans le document doit être en phase avec tout ce que nous voulons. Même nous-mêmes, en tant que citoyens, il y a des arbitrages à faire. Parce qu'on ne peut pas obtenir tout ce que l'on veut. Le choix qu'on fait sur le vote a aussi une incidence sur la transition. Si on vote oui, c'est un fait. Si on vote non, c'est aussi un fait. Si on vote non, cela sous-entend qu'on renvoie aussi le texte au niveau de l'exécutif pour reprendre le même circuit. Et on doit donc accepter aussi que la transition se prolonge parce qu'on refait la même chose. Si on vote oui, parce qu'aussi il faut qu'on finisse rapidement avec la transition, il faut aussi qu'on mesure l'impact de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est un arbitrage que chacun fera en fonction de ce qu'il aura lu. Les électeurs, ce sont les Gabonais qui sont inscrits sur les listes électorales. Ce ne sont pas ceux qui passent le temps à s'inviter sur les réseaux. Parce que vous êtes nombreux à être sur les réseaux. Et si on demande à la salle combien sont inscrits sur une liste électorale, on peut compter le nombre de voix.
surtout chez les jeunes et les étudiants. Mais ce sont eux qui sont les plus actifs sur les réseaux. Oh, nous ne sommes pas d'accord. Oh, quand tu dis maintenant, tu t'es inscrit. Oh, les choses du pays là. Parce que le vote et les décisions ne se prennent pas sur les réseaux. C'est aussi ça la réalité du virtuel. Et cette réalité, c'est ça la réalité du virtuel. Il faut sortir du virtuel pour prendre vos responsabilités. Même dans nos universités, je passe sur le contrôle du professeur, combien se mobilisent au sein des clubs, des mutuelles? Combien? Alors, comment est-ce que la Constitution sera logiquement adoptée? Les États. Cette Constitution part des recommandations du dialogue. Ensuite, on a mis en place un comité constitutionnel qui est en train de rédiger ce qu'on appelle l'avant-projet de la Constitution. Une fois qu'ils finissent ce travail, ils remettent cet avant-projet au chef de l'État, qui va envoyer cet avant-projet maintenant au Parlement réuni en constituante, qui va examiner l'avant-projet pour en faire maintenant le projet, pour le renvoyer au chef de l'État, qui à son tour va maintenant le soumettre au peuple à la faveur d'un référendum. Et quand on parle de référendum, il y a une période de campagne et il y a le scrutin. Et c'est pendant la campagne que les militants du oui vont expliquer sur la base du projet pourquoi est-ce qu'on vote oui. Ceux qui votent non vont expliquer pourquoi est-ce qu'on vote non. Le député de la transition a également parlé des 6 propositions de loi qu'il a déjà déposées à l'Assemblée nationale, parmi lesquelles il y a une proposition de loi qui a été déposée qui porte promotion des activités génératrices de revenus et déclaration de secteur de souveraineté de certaines activités. On parle ici de la nationalisation de certaines activités, telles que la sous-traitance, telles que les activités de BTP, telles que les activités de transport avec un caractère prioritaire, pas exclusif. Le volet promotion des activités génératrices de revenus, cette loi permet de normer ce volet-là. Pourquoi? Parce que ceux qui développent les activités génératrices de revenus, en réalité, n'ont pas de statut. Nos mamans au marché ne sont pas enregistrés à la CNGS, à la CNSS, ainsi de suite. Parce qu'elles n'ont pas un cadre légal. Or, en créant ce cadre, ça fait en sorte qu'on reconnaisse, on sorte de l'informel. C'est-à-dire qu'on rende formel l'activité génératrice de revenus, permettant à la personne qui l'exerce de détenir une carte, laquelle carte permet à ce dernier de s'enregistrer, par exemple, à la CNSS, de verser ses cotisations à travers son activité, de verser sa cotisation au niveau de la CNGS pour bénéficier de la couverture santé. En gros, d'être reconnu comme un travailleur. L'autre innovation dans cette loi, c'est que cette loi oblige les banques à accorder des microcrédits de 200 000 francs maxi pour lancer une activité génératrice de revenus, remboursable à taux zéro. La réalité est que beaucoup ici, professeurs, et c'est le compte qu'on a avec nos étudiants, comme ils sont diplômés, ils ont les masters, le master 20, master 30, master 50, ils estiment que quand je fais de l'entrepreneuriat, ils ne font pas la distinction entre le diplôme et l'activité économique. Pour eux, au master, si je démarre une entreprise, il faut que je sois déjà dans un bureau, donc il me faut un capital de 10 millions. Cette loi vous concerne, vous, dans le milieu académique, notamment les étudiants. Professeur, lorsque un de nos étudiants a été actif au sein de l'établissement, de la première année en master, il a été régulier dans les clubs, dans les mutuelles et autres. Mais c'est de l'expérience professionnelle qu'il a acquise, qui n'a jamais été certifiée. Donc cette loi vise à corriger cela, à reconnaître notamment l'expérience étudiante comme étant une expérience professionnelle. Et dedans, j'ai mis des critères d'évaluation. En langage simple, un étudiant qui a été régulier sur une fonction professionnelle dans un club, dans une mutuelle, de la première à la 5e année, c'est une expérience professionnelle de 3 ans. De la première année en licence, donc c'est catégorisé. Je n'ai pas les critères en tête, mais ces critères ont été insérés. Et cette expérience professionnelle sera validée par l'ONE, donc du moins l'Agence
en charge de tout ce qui est professionnel et autres. Ça, c'est l'une des premières innovations. Et je pense que nous serons assurément le tout premier pays, peut-être sur le continent, je ne sais pas si c'est au monde, mais j'ai cherché sur le net, parce que c'est ce que je fais quand je rédige des lois. Je sais également de m'enrichir des expériences des autres, mais je n'ai pas trouvé un texte qui encadre et valorise l'expérience acquise sur le banc de l'école. L'autre apport de cette loi, c'est la certification des CV par l'agence en charge de l'emploi pour donner une valeur à ces CV. Parce qu'aujourd'hui, chacun se met derrière son ordinateur, il met tout ce qu'il veut et il va rechercher un emploi par rapport à ça. On recrute la personne par rapport à ses compétences présumées et sur la pratique, c'est autre chose. Or, en insérant le cachet de l'agence en charge de l'emploi, cela sous-entend que cette dernière prend la responsabilité de reconnaître que tout ce qui est contenu dans ce CV a été vérifié par elle. Et ce qui fait que sur plusieurs demandes, les CV certifiés auraient un caractère prépondérant par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et ça permet justement d'avoir une traçabilité. Il y a un autre projet qui est en gestation, mais qui n'a pas encore été déposé. C'est celui qui porte sur le financement et l'organisation de la promotion de l'entrepreneuriat en milieu académique. Ça, on va en parler prochainement, lorsque le texte sera déposé. Mais l'idée de ce texte-là, en parlant d'expérience professionnelle également, dedans, il y a les projets portés par les étudiants, d'entreprises créées par les étudiants sur le banc de l'école. On a bon nombre d'étudiants aujourd'hui qui, pour par exemple valider leur diplôme, sont obligés d'aller faire un stage dans une entreprise. Mais on sait tous que bon nombre de ces derniers, 3 mois, c'est peut-être à l'acheter des sandwichs, ils n'apprennent pas grand-chose. Or, l'idée est de donner du poids aux projets réalisés par les étudiants au sein de l'école, jugés importants, pouvant être financés, de façon à ce que ces étudiants-là puissent également soutenir sur la base de ces projets-là. Ça permettra aussi de pouvoir donner plus d'opportunités en matière de stage. On peut se retrouver avec 5 étudiants qui, pendant toute une année, se sont regroupés pour travailler sur leur projet entreprise. Qu'ils ont même commencé à amorcer, peut-être avec l'appui de l'établissement, mais aussi de l'autre mécanisme dont je suis en train de parler, qui est en rédaction. Ça fait que depuis le banc de l'école, vous avez commencé à travailler sur votre projet, parce que au sein de l'école, dans ce mécanisme, la recommandation sera faite à chaque établissement d'avoir en son sein un incubateur d'entreprise. Cet incubateur académique sera relié à un des incubateurs existants sur le territoire national, une forme de parrainage. Ça permet aux étudiants d'être en situation réelle, de travailler sur des projets d'entreprise accompagnés par des experts, de façon à ce que de ces projets-là puissent naître une entreprise. Dans le cadre de ce projet, on va travailler avec l'ANPE, avec l'ANPI, pour réduire par exemple les coûts de création d'entreprises pour les projets portés par des étudiants. Si on peut arriver à des coûts de 50% de réduction pour inciter l'entrepreneur en milieu académique, on va le faire. Mais en gros, c'est ces innovations qui sont en train d'être portées au niveau du cabinet. Les recteurs et directeurs généraux des grandes écoles et institutions, les étudiants et élèves des établissements publics et privés ayant répondu présents ont été largement édifiés sur le travail effectué par le Parlement, tout en faisant des contributions susceptibles d'être intégrées dans la loi de finances 2025 qui sera examinée entre septembre et décembre 2024 par les parlementaires.
Je suis Marvel Inyambi Manima, étudiant à l'Institut national des sciences de gestion et à l'Association de développement pour les études comptables. Alors aujourd'hui, je participais justement au compte rendu de l'honorable Geoffroy Fumbola Libeka qui nous présentait de manière succincte donc les projets de loi, je pourrais dire d'ordinaire, et les projets de loi relatifs aux finances. Donc, on a eu à critiquer la loi de finances de 2024 où justement il pouvait nous présenter une comparaison entre les prévisions avant la transition et les prévisions après la transition. Et nous pouvons noter déjà qu'il y a un écart très marqué parce que des chiffres donnés avant et des chiffres donnés après, nous constatons que les chiffres justement que l'on prétendait avant la transition ne reflétaient pas la réalité financière et par rapport au texte de loi. Donc nous pouvons noter déjà une avancée notoire par rapport aux conditions de tous les Gabonais. Parce que de ce qu'on lit justement, il a essayé de balayer tous les sujets, que ce soit les étudiants, que ce soit les organisations, que ce soit les employés, que ce soit l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on a pu suivre vraiment un compte rendu divers sur le Gabon en fait. Alors déjà, la première chose que j'ai eu à retenir, c'est le rôle d'un parlementaire. Bien souvent, on le voit comme un donneur auprès de la population. Pourtant, il est là pour voter. Et aussi, on a pu avoir un éclaircissement sur les lois qui ont été prises pendant la gouvernance du CTRI. Et donc, ça nous laisse une bonne visibilité de ce que dans le quartier, souvent, on peut juger sans connaître. C'est vraiment un réel plaisir parce que bien souvent, on se demande si les personnes qui sont en tête sont passées par là où nous sommes passés. Et donc, aujourd'hui, voir un honorable qui porte à cœur les questions de la jeunesse et surtout des étudiants, je pense que c'est salutaire. Alors moi, je trouve que c'est louable parce que il y a peu de gens qui oseraient dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il y a des plaintes, il y a des requêtes, il y a tellement de choses. Le Gabonais en lui-même se plaint de beaucoup de choses, notamment par rapport au régime passé. Et pour le cas de la transition, on aimerait que les choses s'améliorent. Bien que nous savons que la transition a un délai de 2 ans, nous sommes motivés, en tout cas, pour que les choses s'améliorent, pour que ça s'améliore au niveau de la santé, pour que ça s'améliore dans le cadre estudiantin, pour que ça s'améliore dans le cadre professionnel, dans la fonction publique. Donc, moi, je trouve que peu de gens oseraient parler pour le peuple et ce que l'honorable fait, c'est exactement ce que nous attendons. C'est parler pour le peuple et dire tout haut ce que nous pensons tout bas.